Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. En préambule, nous souhaiterions évoquer de manière informelle 3 résultats d'informatique théorique qui fixent le cadre dans lequel la découverte de Bitcoin a été faite. Le premier résultat est dû à Lamport, Shostak et Pease en 1982. Il exprime le fait que dans un réseau informatique fermé, s'il existe plus d'un tiers d'adversaires potentiels, il n'est pas possible de parvenir à un consensus, même partiel. En gros, consensus, en informatique théorique, veut dire se mettre d'accord en temps fini sur une même valeur qui ait été proposée par l'un des participants honnêtes. Retenons que ce problème est résoluble, mais il faut s'assurer que la fraction de participants malhonnêtes ne dépasse pas un certain plafond qui vaut un tiers. Dans le cas d'un système cette fois-ci non plus fermé, mais ouvert, avec un nombre indéfini, voire infini de nœuds, il n'existait tout simplement pas de protocole sur lequel s'appuyer pour parvenir à un consensus dans un réseau pair à pair jusqu'en 2009. Le problème était réputé difficile. Comment s'assurer en particulier qu'un nœud ne puisse frauduleusement multiplier les identités en l'absence d'autorité de contrôle? L'apparition de Bitcoin cette année-là a donc été une surprise pour de nombreux spécialistes des systèmes distribués. Et il ne s'agissait pas seulement d'une simple proposition, mais également d'un réseau en fonctionnement. Le second résultat d'informatique théorique que nous souhaitons mettre en avant est dû à Fisher, Lynch et Patterson en 1985. Il montre que, sauf cas particulier, il n'existe pas d'algorithme simplement déterministe permettant à un réseau informatique de parvenir à un consensus. Autrement dit, si l'on souhaite que tous les nœuds, au moins les nœuds respectant les règles du jeu et estampillés honnêtes du réseau, puissent partager une même vision du monde, il est nécessaire que l'algorithme contienne une part d'aléatoire. On ne peut pas se mettre d'accord sans faire appel au hasard. Pour qu'il y ait consensus, il faut une source d'aléas qui, d'une certaine façon, sécurise le protocole. Concernant le réseau Bitcoin, le hasard est en quelque sorte importé de l'extérieur. Au lieu d'être produit par toutes les données internes qu'un réseau de crypto-monnaies peut émettre, imaginons le flux de transactions financières enregistré régulièrement par un tel réseau, le hasard est en quelque sorte produit par les appareils de minage. Enfin, le troisième théorème important d'informatique théorique est le théorème dit CAP. Il est apparu quelques années plus tard, en 2002, et est dû à Gilbert et Lynch, mais porte parfois le nom de théorème de Brouwer, car c'était à l'origine une conjecture émise par Brouwer, un autre informaticien. Il exprime le fait qu'il n'existe pas de base de données sur un réseau informatique qui garantissent les 3 points suivants. Cohérence, ou consistency en anglais, d'où le C. Tous les nœuds du réseau disposent à chaque instant de la même base de données qui est identique partout. Disponibilité, ou availability, d'où le A. Toute requête émise reçoit une réponse. Tolérance aux partitions, ou partition tolerance, d'où le P. Le réseau continue de fonctionner même en cas de partition du réseau. Seuls 2 des 3 points précédents peuvent être garantis. Dans le cas de la blockchain du Bitcoin, qui est une base de données particulière, le premier point n'est pas garanti. Les derniers blocs de la blockchain sont plus fragiles que les autres. Ils sont susceptibles d'être remplacés par d'autres blocs suite à des attaques comme des
attaques à la double dépense, par exemple, ou des attaques de rétention de blocs, ou tout simplement parce que deux mineurs ont miné un bloc pratiquement en même temps. Par contre, plus un bloc est enfoui dans la blockchain, plus il est sûr d'y rester indéfiniment et à la même place. La cohérence dans Bitcoin n'est donc que relative ou probabiliste. Ceci étant vu, Satoshi Nakamoto ne cherche pas exactement à résoudre frontalement le problème des généraux byzantins. Néanmoins, le consensus qu'il propose est une certaine solution probabiliste au problème des généraux byzantins dans un système ouvert. Nous qualifions cette solution de probabiliste, car rien ne dit qu'un consensus va effectivement s'établir de manière forcée en temps fini. Néanmoins, 1. La probabilité de réussir certaines attaques précises pour que ce ne soit pas le cas est faible. Et 2. Attaquer le consensus en répétant de telles attaques ne constitue pas une entreprise rentable. Ces deux points forment le cœur de ce que nous appelons la sécurité et la stabilité du protocole Bitcoin. Plus exactement, Satoshi Nakamoto considère le problème d'un réseau pair à pair à travers lequel circulerait une monnaie électronique. Parvenir à un consensus signifie ici se mettre d'accord sur une histoire commune, avoir confiance en une base de données qui enregistrerait toutes les transactions passées. En particulier, on ne doit pas pouvoir consigner une transaction financière dans ce registre, puis par la suite l'effacer. Il ne doit pas être possible de réécrire le passé. Dans le cas contraire, comment avoir confiance dans une transaction reçue, synonyme de richesse, si celle-ci peut disparaître du jour au lendemain, sans intervention de notre part? Autrement dit, à partir d'une même somme d'argent, on ne doit pas être en mesure de mener deux achats différents. Si l'on y parvient, on dit qu'on a réalisé une double dépense. Le protocole doit l'interdire. La solution de Nakamoto s'appuie sur l'utilisation répétée de preuves de travail. Ce concept a été inventé par Cynthia Dwork et Moni Naor, deux informaticiens israéliens, en 1993, dans un tout autre contexte, la lutte contre le spam. L'idée est en quelque sorte de rendre payant l'envoi de courriers électroniques pour dissuader un éventuel attaquant qui souhaiterait envoyer massivement des courriers indésirables. Rendre payant signifie ici obliger l'expéditeur d'un courrier électronique et qui souhaite donc accéder à un service, en l'occurrence une messagerie électronique, à résoudre un exercice légèrement pénible. L'accès au service doit lui coûter en temps et en énergie. Il s'agit donc en quelque sorte d'un ralentisseur. Concrètement, il est demandé de résoudre un exercice du type suivant, paramétré par un niveau de difficulté D. Étant donné x, trouver y tel que phi de xyd égale 1, où phi est une fonction à valeur dans 0, 1. Le calcul de phi xd est supposé être très simple, mais celui de l'image réciproque, phi-1 de 1, est supposé l'être très compliqué, de sorte qu'il n'y ait d'autre façon de résoudre le problème qu'en testant au hasard des tas de solutions possibles. Et le temps moyen pour le résoudre est croissant avec d. La solution y, en vérité il y en a plusieurs possibles, est en quelque sorte l'équivalent d'un timbre numérique. C'est une preuve de travail, du moins la preuve que l'expéditeur a souffert avant d'atteindre le service souhaité.
Notons entre parenthèses que, malheureusement, dans le langage commun, lorsqu'on parle de preuve de travail, on mélange souvent la question et la réponse. Une preuve de travail peut représenter à la fois le problème posé, la fonction phi, ayant servi à poser le problème, tout comme une solution y à ce problème. Il est par ailleurs tout à fait possible de créer de tels exercices à l'aide de fonctions de hachage cryptographiques. Telle était l'idée de Dwork et Naor. À dire vrai, Adam Back, un cryptographe britannique qui l'ignorait, a indépendamment retrouvé le même concept plusieurs années plus tard dans le cadre du projet Hashcash développé en 1998. Et c'est précisément grâce à Hashcash que Satoshi Nakamoto en a eu connaissance. Celui-ci a eu alors l'idée ingénieuse de détourner l'utilisation première de cet outil de lutte contre le spam pour en faire l'une des pierres angulaires du protocole Bitcoin.